Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Petit message avant le début de votre épisode pour vous rappeler de vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode à venir. En attendant, bonne écoute. L'ensilage du maïs passe par plusieurs étapes et comprend une multitude de facteurs à prendre en compte pour assurer sa réussite. À quel stade récolter, à quelle maturité, comment organiser le chantier de récolte, comment garantir une bonne conservation en conservant une bonne qualité de l'alimentation. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode portera sur l'ensilage du maïs, de la récolte à l'ensilage. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Eby, conseiller à Grangeneuve, et Aloïs Mélan, de la maison Mélan Frères, entrepreneur agricole à Montané-sur-Yverdon, au Château. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une première question qui me vient en tête tout de suite, c'est quelle est la situation actuelle du maïs ? On en est où ? Alors les maïs cette année sont quand même mûrs beaucoup plus rapidement qu'une année normale. On a peut-être 10 jours, 15 jours d'avance sur une année normale, si tant est qu'une année normale existe encore. La difficulté de cette année, c'est bien entendu les feuilles desséchées, les maïs qui sont bloqués complètement par le chaud et la sécheresse. Donc on a une situation un peu dans certaines parcelles de crise. Donc ça veut dire que le grain n'arrive pas à maturité ? Alors la difficulté première, c'est d'avoir des feuilles qui sont capables d'assimiler, ce qui n'est pas le cas dans toutes les parcelles. Et la deuxième difficulté, c'est que les épis ou les plants de maïs ont pu avorter des grains de maïs. Donc on peut se retrouver avec des épis qui sont relativement peu fournis en grains et donc avec une qualité inférieure. Et comme tu l'as dit, une année normale, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. J'ai en tête l'été passé où en juillet on avait reçu 340 mm de pluie à peu près, si je me souviens bien. Et là, en 2021, l'état actuel du maïs, ça aurait été quoi ? Par rapport à la somme de température ? Ouais. En fait, j'ai pas le chiffre exact. On est certainement avec 200 à 300 degrés jour de moins qu'une année normale. Donc on est de nouveau avec un équivalent de peut-être une semaine, 10 jours de retard sur une année normale. D'accord, donc là on a vraiment quelque chose de très très précoce. Oui. Justement, cette précocité, elle va jouer sur le stade idéal du maïs. À quel stade faut-il privilégier pour un maïs en silage ? Alors si on reste de façon très générale, un maïs en silage qui est mûr, qui a des feuilles saines, qui est en bonne santé, on va dire, ça s'ensile idéalement 32, 35, 36% de matière sèche. Pas trop vite parce que le danger c'est que les silos coulent, surtout avec des variétés actuelles qui ont des tiges qui sont très humides. Et pas trop tard non plus pour que le grain soit pas trop vitreux, qui le rend peu digeste. Et donc dans des conditions très secs, ce serait quoi le risque ? Le risque, c'est qu'on a des feuilles desséchées sur la plante et puis qui empêchent le tassement dans un silo tranché ou dans une tour. Et le stade pour du maïs à peler, ce serait le même ou pas ? Alors voilà, le stade du maïs à peler, il peut être à peine plus tard. Ouais. Et puis, quand même assez de matière sèche, parce que ça dépend aussi du coût pour faire ces pellets. Donc, si vous avez du maïs qui est trop humide, ils ne vont pas être contents le séchoir. Il faut vraiment qu'il soit à une maturité quand même qui est plausible pour que ça aille plus vite pour le sécher. Et puis, surtout que le grain soit vite pâteux à vitreux, quoi. Surtout pas en lait, quoi. Voilà. Donc, l'année dernière, par exemple, on était plutôt dans des conditions humides. Donc il a fallu encore attendre avant de pouvoir... Oui, alors justement, là, on avait aussi de la demande pour ces pellets, alors on a voulu commencer plus vite, et puis là, on avait des maïs qui étaient trop humides, et puis ça va trop long pour les sécher, alors ça va pas toujours, c'était pas toujours terrible. Mais enfin, on y va un peu avec l'offre et la demande, quoi. Il y a un autre risque aussi que des conditions sèches ou des conditions chaudes ou humides ou froides, c'est également les aléas, on va dire, au niveau de la grêle, du charbon. Comment on agit dans ces conditions-là ? Et est-ce qu'il y a d'autres risques aussi ? Alors, il y a d'autres risques aussi, si on prend la pyrale ou la fusariose, qui sont quand même des accidents en végétation. Maintenant, pour la grêle, c'est clair qu'on est dans des cas particuliers parce que c'est lié, on peut avoir un maïs qui a été complètement haché, mais où finalement, suivant quand l'accident a eu lieu, avoir une récolte qui est à peu près correcte si on prend en compte le grain. Si le grain est déjà formé, qu'on a disons, déjà dépassé le stade laiteux, le hachage des feuilles par la grêle aura finalement des conséquences relativement faibles.
Oui. Et pour le charbon? Par contre, pour le charbon en tant que tel n'est pas toxique, c'est pas un champignon problématique en tant que tel. Par contre, il pose problème dans un silo parce qu'on a beaucoup de flotte autour du charbon lui-même. Donc, on va se retrouver avec un taux de matière sèche qui s'abaisse par rapport à la maturité du maïs. Et puis, ça peut être un départ de foyer, de moisissures et d'autres champignons à l'intérieur du silo. Donc, c'est pas lui qui est en tant que pour lui-même un problème, mais c'est ce qui peut déclencher qu'il y a un problème. Et donc là, il faut faire effectivement attention avec des parcelles qui ont beaucoup de charbon. Donc il peut y avoir des conséquences plus tard au niveau de l'ensilage. De la conservation, oui. Et de la conservation. Une fois que j'ai repéré le bon stade, comment on organise cette récolte? À quoi on doit être vigilant au niveau de la récolte? Alors au niveau de la récolte, si vous prenez un maïs plototière pour du silo, pour l'affouragement du bétail, généralement, la longueur de la coupe, on l'a fait entre 8 et 10 mm. Pourquoi? Parce que plus c'est court, et bien, meilleur le tassement est. Et puis après, avec les éclateurs à grains, donc on arrive quand même à gérer pour éclater les grains. Après, il y a des clients qui te demandent des coupes plus longues, mais c'est toujours un risque au niveau du tassement du silo. Voilà. Alors en fait, maintenant, c'est un petit peu le client qui te dit, je veux que ce soit plus long, je veux que ce soit plus court, je veux que mes grains soient mieux éclatés, moins bien éclatés. Alors ça, c'est après un peu la clientèle qui décide. Voilà. Mais il y aurait quand même des optimisations à faire? En termes de longueur du brin, il faut être clair, le tassement est délicat. Comme l'a dit Aloïs, c'est une grande... on se met en danger en hachant très long. Et là, la tendance du shred-ledge, elle a un risque assez fort avec des brins à 20 ou 25 mm. On a un risque effectivement de difficulté de tassement. Donc ce point-là, il ne faut pas trop céder à cette tentation. Il y a un peu des firmes de machines qui ont un intérêt à vendre des nouvelles machines, des nouvelles technologies, des coûts plus chers, mais par contre avec un danger assez important en termes de tassement. Et le shred-ledge, tu peux juste expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le principe du shred-ledge, c'est en fait un déchiquetage de la tige et des feuilles. Donc c'est des brins plus longs, mais qui sont aplatis et déchiquetés, dans l'idée d'aider à une meilleure rumination les animaux. D'accord. Mais aider des animaux avec un fourrage qui se conserve moins bien, c'est plutôt contradictoire. Donc c'est un danger, et il y a eu pas mal d'essais scientifiques de comparaison d'animaux qui recevaient des brins longs type shred-ledge et des brins courts 8-10 mm, et au final où on voit en termes d'alimentation pas grand chose. Un effet principal du shred-ledge, c'est surtout cet éclatement du grain qui est extrêmement fin. Ouais. Qui peut être positif quand on ensile des maïs avec plus de 36, 37, 38% de matière sèche. Là, on peut avoir un effet positif, mais c'est pas le shred-ledge en tant que tel, c'est l'éclatement du grain qui est central sur des maïs qui sont assez mûrs ou très mûrs. Donc c'est un effet un peu secondaire finalement. C'est l'effet secondaire qui est presque l'effet principal. Et donc au plus on a quelque chose de haché, au plus ça va être facile à tasser. Alors plus votre maïs sera haché et fin, mieux il va se tasser. Ça, c'est sûr. Alors, c'est clair que si vous voulez du long, après, des fois, il y en a qui mettent dessus le silofos, des mailles. On dit, on arrive en haut, on va couper plus court pour justement qu'il se tasse mieux sur le dessus du silofos, quoi, voilà. Et donc, le hachage, j'imagine que ça demande plus de diesel? Ah oui. Ça consomme plus? Ah oui. Alors, c'est sûr que le hachage, plus vous faites court, plus ça va demander de l'effort à la machine. Et puis, les éclateurs de grains aussi, plus vous les serrez, plus la machine va aller dur, quoi. Donc, ce qui veut dire plus de consommation de diesel. Et puis, voilà, quoi. C'est quelque chose à prendre en compte, surtout en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, comme on a dit, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ça, c'est une autre politique, c'est que... On verra bien dans la saison le prix où sera le diesel, quoi. Voilà. Peut-être le point important, c'est justement cet état du grain. C'est pour ça que c'est important de faire la tournée de ces parcelles, de vérifier l'état du grain. Quand on a des grains pâteux durs, qui sont les stades ou qui correspondent à ces 32-35% de matière sèche, là, on n'a pas trop cette question de l'éclatement du grain. C'est pour ça que c'est un stade optimal qu'on conseille, parce que à ce moment-là, le grain, il peut être juste éraflé, coupé, cassé.
mais on n'a pas besoin d'un éclatement total. C'est quand on est à des teneurs en matière sèche de la plante entière au-delà de 35, 36, 37%, que l'amidon est vitreux, très très dur, indigeste. C'est là que c'est particulièrement important que le grain soit moulu. Et donc, le corollaire, c'est qu'il faut beaucoup de diesel pour casser ça. Donc, il faut aller observer ces parcelles avant et qui permettent d'anticiper cette période de maturité d'un grain qui serait trop mûr, puis qui ensuite implique un hachage de grain trop cher. D'ailleurs, justement, tu parles d'anticipation. Comment on prépare un chantier de récolte ? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas vous appeler non plus à la dernière minute, 10 minutes avant, en disant venez, c'est bon. Ouais, c'est-à-dire que alors, c'est vrai qu'au niveau des chantiers d'ensilage, il y a quand même une organisation, c'est qu'il faut du monde, il faut du matériel, et puis généralement, la clientèle, elle nous appelle 2-3 jours ou voire plus avant, et puis c'est à nous de choisir, enfin de décider d'une date que ça commence chez l'agriculteur. Alors là, il est prêt, il a ses remorques, il a son matériel, ses gens, ses chauffeurs. Et il y a aussi des fois des clients, on fait tout, nous, l'entreprise, on va avec nos remorques, on va tasser, et puis on fait pour l'isilophos, on fait complet. Ou l'isilotour avec soufflerie, remorque et tout. Parce que maintenant, il y en a qui ne sont pas équipés sur le matériel. Il faut quand même des tracteurs, il faut quand même que ça puisse suivre, quoi. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les machines qu'on a, on est très, très performant, bien assez. Et puis après, silo, il faut quand même avoir le temps de le tasser, il faut quand même avoir le temps de faire le travail comme on le doit, parce que autrement, il y aura une mauvaise conservation. D'où l'importance de ce que disait Pierre avant, quoi. C'est vraiment aller regarder sa parcelle avant pour anticiper la récolte. Voilà, et puis primordial. En fait, il faut quand même que le client il aille voir l'état de son maïs, quoi. Puis c'est vrai, comme on disait avant, avec la sécheresse, ça va être très difficile, parce que je pense qu'on sera obligé de prendre des maïs plus rapidement, qui ne sera peut-être pas en maturité au niveau du grain, mais par rapport à la plante, elle est beaucoup trop desséchée, comme a dit monsieur. C'est que ça ne veut pas aller, quoi. Il ne va pas se conserver, quoi. Ça va faire éponge et puis on ne peut pas s'attasser comme on doit. Voilà. Par rapport au stade, on voit cette année qu'on a des sommes de température beaucoup plus hautes que d'habitude. Donc, si on se base à la date, on est 10 ou 15 jours plus tôt. Donc, c'est important d'aller effectivement observer ces parcelles. Si je fais juste un tour des sommes de température actuelles, on arrive dans la région d'Aigle, par exemple, entre 27 et 30% de matière sèche. Donc, on a des maïs qui sont qui approchent de la maturité à ensiler. Dans la région d'Oignon, pareil. Payerne, on est un petit peu plus en retrait, mais on est autour des entre 25 et 28% de matière sèche. Donc si on met une maturité de 3%, 4% par semaine d'augmentation de la matière sèche, on va se retrouver dans 10 jours, 15 jours dans la période d'ensilage. Donc on est aujourd'hui au tout début août, en mettant 10 ou 15 jours là-dessus, ça veut dire qu'on va récolter des maïs presque 10 ou 15 jours plus tôt que d'habitude. Donc ça veut dire que ça, il faut vraiment l'anticiper par rapport à l'entrepreneur. Et d'ailleurs, en préparant l'émission, Pierre, tu m'avais expliqué que en fait, vous aviez fait plein d'observations chaque année pour voir à peu près quelle était la fenêtre dans laquelle on pouvait récolter le maïs. Et tu disais que finalement, il y avait avant, dans les années 2000, une fenêtre où si on récoltait vers cette date-là, on était sûr d'avoir un maïs bon, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on a une grosse disparité de la maturité du maïs, d'où l'importance du coup d'aller observer tous les ans. Voilà. Et puis, dans l'observation, il faut regarder les 3 critères. Ça veut dire les feuilles, ça c'est ce qu'on voit de loin. Le grain, donc chercher plutôt un grain qui a pâte dure, tout début vitreux, mais pâte dure, ça c'est important. Et puis, surtout pas oublier la tige, qui amène une très grande quantité de flotte à l'intérieur du silo. Ça, en gros, une tige, c'est 20% de matière sèche, donc c'est 80% d'eau. Donc, il faut aller tordre ces bases de tiges de maïs, les essorer concrètement, couper un tronçon avec 2 nœuds, le tordre et regarder si ça coule vraiment facilement. Si ça coule, cette canne de maïs, donc là on est trop tôt et il faut regarder l'interaction des 3 en fait, et c'est ça qui donne le taux de matière sèche. Il ne faut pas regarder que le grain, il ne faut pas regarder que les feuilles, il faut aussi regarder la tige. Par contre, il y a aussi une chose à regarder aussi, pas cette année, mais que les années qu'il y a beaucoup de précipitations,
Si vous voulez bien dire, les tiges sur les 10-15 cm du bas, elles sont crépies de terre. Alors ça, c'est vraiment pas bon du tout pour la conservation et puis dans un silo fosse. Donc c'est pour ça que moi, des fois, je dis aux clients, maintenant, on va pas aller trop bas, parce qu'il y en a, ils veulent toujours aller plus bas. Il faut presque dégonfler les pneus pour arriver à fond de tout. Mais non, parce que si ces tiges sont pleines de terre qui sont collées, alors ça, c'est pas bon pour la conservation du silo fosse, enfin du silo en général. Quoi. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites une hauteur de coupe un peu plus haute. Et puis... Voilà, exactement. Et j'ai une dernière question avant de passer justement sur le point de l'ensilage. Est-ce que c'est possible que dans une année sèche comme ça, avec des sommes de température qui arrivent vite, très haut, on ait prévu un maïs grain et que finalement on prenne la décision de l'ensiler ? Oui, bien sûr. C'est une situation de crise, mais c'est bien sûr, ça peut avoir son sens parce qu'un maïs qui mûrit sans feuilles parce qu'il a été desséché, il n'y aura pas de grains non plus à battre. Donc effectivement, il vaut peut-être mieux l'ensiler trop tôt que de chercher du grain qui sera de toute façon pas là, quoi. Oui, puis alors, puis cette année, au niveau de la quantité, la qualité des maïs qui sera faible, je pense qu'il y a des maïs grains qui vont être vendus ou qui vont passer dans les silos. Ça sera un peu le problème du maïs grain. On ne sait pas ce qui va nous rester, quoi. Voilà. Peut-être aussi dire quand même, cette année, c'est quand même une année particulière, effectivement, sur la chaleur et l'humidité. Par contre, on voit quand même cette année le point des maïs qui ont été semés après une première coupe ou voire chez certains une deuxième coupe d'herbe. Là, on a des maïs qui sont en gros catastrophiques ou qui peuvent être catastrophiques. Donc faire attention que ce qu'on a eu dans des années humides qui étaient favorables, faire une coupe d'herbe et puis ensuite un maïs, ça pourrait ne pas rester une règle. Oui, il ne faut pas que ce soit une norme. Parce qu'effectivement, des années sèches comme ça, on paye très cher. Des maïs qui ont déjà les feuilles enroulées, alors que des maïs qui ont été semés en culture principale à une période relativement précoce s'en sortent pour certaines parcelles plutôt pas si mal. Donc, point de vigilance aussi. Oui, dans les années qui viennent. Donc, la récolte est faite. Maintenant, il faut que je pense à l'ensilage du maïs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option ? On a plusieurs types d'ensilage. Par quoi ça commence, l'ensilage ? Alors, ça peut commencer sur un silo fosse, ça peut commencer sur un silo tour, puis ça peut aussi commencer avec des balles, quoi. Ça dépend tout, le client, comme il est équipé, qu'est-ce qu'il va remplir de ces silos. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Au niveau de l'ensilage, je pense que entre la tour, le silo fosse et les balles, il faut que ça soit régulier comme une année avec un taux de matière sèche qui soit quand même suffisant. Et puis pas qu'il y ait comme l'a dit M. Hébier, pas que ça coule, surtout dans les balles, parce qu'après ça peut être contraignant pour les gens qui mettent ces balles, qui les laissent dehors, et puis avec le gel l'hiver, des gens qui habitent plus en altitude. Je vous propose de prendre ça point par point. Donc en silo tranché, les points spécifiques auxquels il faut faire attention au niveau du tassement. Alors justement, le tassement, c'est ça qui est très 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 important. Donc. Si l'autre tranché, il faut vraiment le tasser à mesure, il faut vider ses remorques et puis toujours passer depuis le départ. Parce qu'après, si vous attendez trop, après vous avez de l'éponge et puis ça ne se tasse pas au fond. Voilà ce qui est très très important pour le silo tranché. Donc il faut un tasseur avec beaucoup de poids et répéter un nombre de passages. Un tracteur lourd avec pas forcément des pneus très larges parce que c'est pas ça qui va le mieux tasser. Il y en a qui mettent des poids devant, derrière pour avoir le plus de poids possible. Voilà. Et au nombre de passages, on peut répéter le plus possible. Le plus possible. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il ne faut aussi pas vouloir amener des trop grandes quantités à la fois sur un silo fosse, puis qu'on n'ait pas le temps de le tasser, parce qu'après, on le récupère l'hiver, on le ressent l'hiver avec les moisissures et tout. Donc en fait, là, l'enjeu, Pierre, au niveau de ce tassage, c'est vraiment d'avoir le moins d'air possible dans le maïs, quoi. Exactement, ouais. C'est en fait la fermentation lactique qui va avoir lieu dans le silo, elle va se passer si c'est les bactéries lactiques qui gagnent la guerre ou qui gagnent la course. Plutôt, c'est même pas une guerre, mais c'est une course. Et pour ça, il faut que ça soit étanche le plus rapidement possible, tasser vraiment le plus possible pour évacuer le maximum d'air. Donc c'est là où il y a un intérêt du brin court, c'est là qu'il y a un intérêt d'avoir un silet pas trop sec, et c'est là que c'est important que le tasseur soit, comme on l'a dit, roue étroite, des hautes pressions,
passer plusieurs fois, au minimum 2 fois, idéalement même 3 et plus. L'objectif, c'est que derrière les roues du tracteur, on n'ait pas cet effet éponge et puis que le maïs remonte trop quand on a fini de le tasser. Donc ça, c'est lui qui, finalement, c'est le tasseur qui gouverne la vitesse du chantier, la vitesse de l'ensileuse, la vitesse des remorques. C'est lui qui doit être... c'est lui la plus grosse tête, en fait, parce que c'est lui qui doit freiner tout le chantier et qui doit être capable de dire ça va trop vite, j'arrive pas à tasser. Et si les bactéries lactiques, elles ne gagnent pas la course, c'est quoi les risques ? C'est les bactéries acétiques et les levures qui démarrent. Donc ça va sentir, quand on va ouvrir le silo, ça va sentir l'alcool, ça va sentir l'acide acétique, ça va sentir l'échauffé. Et ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a du sucre qui est parti pour du gaz carbonique et pas pour des vaches, quoi. Voilà, puis après, vous remarquez, ces silos qui sont mal conservés, ça fait carrément des boules vertes, donc de moisissure. Et puis, il y a même des boules rouges. Alors ça, c'est pour une vache laitière, je dis tout de suite, c'est la mamite assurée. Voilà. Donc, point de vigilance là-dessus. Et du coup, si on a un bon tassement qui n'a pas beaucoup d'air, il faut aussi faire attention à la fermeture pour qu'elle soit bien étanche. Oui, là c'est vraiment primordial. Autant le tassement est l'étape 2. L'étape 3, c'est la fermeture du silo, les plastiques sur les bâches, les bâches plastiques sur les côtés, la sous-couche fine sur le dessus du silo, une bâche par-dessus et des poids qui viennent appuyer ces bâches, soit des pneus, soit du sable, soit des sacs de sable qui permettent de faire vraiment plaquer cette bâche sur la surface du silo. Et ça, c'est la clé pour détrancher parce que le moindre filet d'air qui peut pénétrer sous la bâche suffit à faire démarrer des moisissures. Oui. Et comme on l'a dit, ça c'est le poison pour le bétail. Même chose pour en silo tour. Quels sont les points spécifiques auxquels il faut faire attention ? Alors, le silo autour, c'est un peu moins compliqué. C'est que simplement, c'est qu'une soufflerie qui va vous monter votre maïs sur le silo, et bien s'arranger que le tuyau soit bien mis au milieu, qu'il puisse remplir de façon homogène dans le silo, que le tassement se fasse régulier. Puis après, il n'y a pas tant de loi, quoi. Une fois qu'il est plein, à mon avis, moi, j'irais le ranger dessus un peu à plat. Et puis, voilà, quoi. Après, des fois, il faut les recaper parce qu'ils descendent vite. Hein. Si on va vite pour le remplir, il va vite descendre. Et puis, voilà, quoi. Après, il n'y a pas tant de loin. Après, il y en a qui mettent des bâches en haut. Ça, c'est selon les envies. Selon les envies, voilà. Moi, je pense que cette bâche à eau, cette piscine à eau, elle est assez centrale pour maîtriser le haut du silo. En bas, ça va se tasser de lui-même, il ne faut pas trop s'inquiéter. Par contre, le haut, on a souvent des silos tours qui chauffent sur les 2-3 mètres du haut, et c'est parce qu'on a un tassement insuffisant. Et moi, je conseille de mettre effectivement une piscine à eau sur le haut, de façon à éviter cet échauffement. C'est un travail, c'est un job. C'est pas un coût, pour une fois, c'est pas trop cher à le faire. Par contre, c'est un gros job et c'est plutôt un travail ennuyeux. Et avant d'enregistrer, on parlait aussi de potentiellement mettre des activateurs, ça ? Ensemencer avec des bactéries ou... Oui, alors la règle, c'est pas de mettre des additifs. Peut-être juste dans le point encore dans les silos tours, avant de venir sur les additifs, il y a la question de l'année avec des feuilles sèches, de faire attention dans ces silos où on a le grand danger, c'est qu'on ait un cône de chute de la marchandise au haut du silo qui va être hyper tassé, mais les feuilles légères du haut sec qui vont s'envoler sur les bords et qui va être sur les parois. Et c'est ces feuilles-là légères qui ont peu de matière sèche, qui n'ont pas de grains, qui n'ont pas de poids en fait concrètement, qui risquent de moisir pendant l'hiver, pendant l'automne. Et donc cette année typiquement. Et typiquement cette année, on risque d'avoir ce problème. Donc là, il y a est-ce qu'on peut aller le ranger pas seulement quand on est tout en haut, mais aussi quand on est à la moitié du chantier, interrompre le chantier pour aller répartir, point d'interrogation. Et une autre piste, ça peut être celle de mettre des additifs qui peuvent éviter d'avoir cette moisissure et ces échauffements sur les bords de la tour. On a toujours l'impression que les tours n'ont aucun problème et puis que c'est la panacée universelle, mais en fait, on a beaucoup de silos tours qui ont ces problèmes de moisissure dans les bords et d'échauffement dans les bords. Et là, un additif qui est testé peut avoir une assez bonne efficacité de protection. Les additifs, ça comprend quoi ?
Alors, il y a plusieurs catégories d'additifs. C'est soit les plus efficaces et rapport qualité-prix, c'est les bactéries lactiques qui sont les plus efficaces, type hétérofermentaire. Après, on a des additifs chimiques qui peuvent bloquer les moisissures. C'est des sels en principe. Et puis la troisième catégorie, c'est les acides, type acide propionique, luprosyle, qui pourraient être une piste dans des silos justement à problème qui sont trop mûrs. Par contre, ils sont 3 ou 4 fois plus chers que des bactéries lactiques. Donc à utiliser que dans des cas bien spécifiques. Et juste d'un point de vue pratique, Aloïs, on les met quand ces additifs ? Alors, pour ce qui s'agit, pour nous, nous on est équipés les entrepreneurs sont équipés pour les mettre sur les machines, sur les ensileuses. D'accord. Donc, ces bactéries, c'est un petit peu à faire le calcul par mètre cube, avec des réservoirs à eau qui se mélangent. Et puis voilà. Pour trouver, comme a dit, on peut y mettre aussi là, aussi sur les tapis de remplissage. Et puis après, on peut aussi en mettre en dessus avant de le fermer. Quoi. Voilà. Sachant que j'imagine que l'avantage de le faire à la récolte, c'est qu'on aurait cet additif présent de manière homogène dans le silo après. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en le mettant depuis le début, il y en a partout. Quoi, voilà. Il y en a partout. Donc et puis c'est très très concentré. Si on prend par exemple sur un liquide, ça dépend de tout comment on le concentre, mais entre 8 et 10 litres de flotte mélangée par remorque de 40 mètres cubes. Quoi. Alors ouais, c'est concentré, mais après on peut le concentrer comme on veut. Quoi. Ouais. Ça marche. Donc là, on parle d'ensilage et donc de fermentation. Est-ce qu'il y a une durée minimale de fermentation en fonction des types d'ensilage qu'on souhaite pratiquer ? Alors oui, je pense qu'il y a une durée minimale, surtout sur les silos tours. Et les silos tranchés aussi, mais si vous avez peu de fourrage, puis vous dire maintenant il faut que j'ouvre ce silo, eh bien, s'il commence à chauffer, ça va redescendre, puis ça va jamais s'arrêter. Là. Donc, à mon avis, les silos tours, et puis les silos force aussi, il faut les laisser quand même fermenter le temps qu'il faut, avant de les ouvrir, parce qu'après, c'est surtout que il fait chaud. Le plus longtemps possible, en fait. Le plus longtemps possible, voilà. Puis après, disons que si vous avez des balles rondes, qu'il y en a beaucoup qui font pour du dépannage, mais ça, c'est peut-être moins compliqué. C'est qu'au bout d'un mois, 3 semaines, 1 mois, vous pouvez essayer de les ouvrir. Et puis si ça va, c'est bon. Puis si ça va pas, vous avez ouvert qu'une balle qui fait 1 mètre cube et demi, quoi. Mais vous n'avez pas infesté tout un silo avec les échauffements. Ouais, dans la durée, on peut, dire une durée minimale de fermentation, c'est 4 semaines. Mais mieux même 6 semaines, dans le moment où on a des maïs qui sont relativement stables. Et effectivement, c'est dans les tours qu'on a le plus gros problème, parce que la tentation, c'est là qu'elle est la plus grande, tout d'un coup, de planter une décileuse sur une tour 1 semaine ou 2 semaines après la fermeture. Et ça, c'est une catastrophe, parce que la fermentation, elle n'est pas terminée, c'est pas du tout stable. L'acidité, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas basse, c'est pas suffisamment basse pour qu'on ait un blocage. Et donc là, on a des maïs qui chauffent. Et c'est une catastrophe d'affourager des maïs qui chauffent à du bétail, c'est une catastrophe. Même dans une année où on va manquer de fourrage, peut-être comme cette année, faire attention de ne pas céder à la précipitation et de déciler trop rapidement. Donc 4 semaines minimum. Oui. Puis après, il y a aussi les choix de silos au niveau des grandeurs, un silo fosse ou bien un silo tour. Il faut toujours pouvoir prendre assez d'après le nombre de bétail que vous avez. Si vous ne prenez pas assez, là, c'est souvent ces fermentations qui repartent. Quoi. Voilà, ouais. Et si on sait qu'on doit déciler tout de suite, dès la fermeture du silo, ça peut arriver, il y a pas mal d'exploitations qui doivent reprendre tout de suite. Dans ce cas-là, sur les 3 derniers mètres d'une tour, par exemple, mettez un conservateur de façon et des sels. Alors dans ce cas-là, pas des bactéries lactiques, mais des sels qui bloqueront les échauffements. Ça n'empêchera pas tous les problèmes, mais ça limitera au moins des débuts d'échauffement. Donc ça limitera un peu ce problème de mauvaise conservation. Et puis effectivement à l'ouverture, faire attention à cette l'avancement dans le silo est vraiment important. Si on a des problèmes d'échauffement, c'est qu'on prélève pas assez par jour. Donc soit on a un silo trop grand pour le troupeau, puis dans ce cas-là il faut se joindre à un voisin, déciler à plusieurs dans un silo pour avancer, pour aller plus vite que l'air,
pour éviter ces échauffements. Les échauffements, c'est vraiment le poison d'un maïs. Ça marche. Et dernier point, avant de parler de la qualité nutritive du maïs, en balle enrubanné, tu disais avant qu'il fallait faire très attention à ce que ce soit pas trop humide, ça? Voilà, surtout pas que ça coule, parce qu'en fait, ces balles, elles se remplissent d'eau. Ouais. Et puis, c'est pas toujours intéressant que vous ouvrez votre balle et puis que vous prenez 50 litres d'eau. Et puis surtout, comme je disais avant, c'est surtout les balles qui sont dans les secteurs où ça gèle beaucoup. C'est pas toujours évident d'ouvrir une balle que vous allez à la Brévienne et puis qui fait moins 25, c'est du béton, quoi. Voilà. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, un point qui pourrait être de nouveau d'actualité cette année qu'on a eu en 2018, c'est dans les années de sec. Ouais. C'est les gaz nitreux qui peuvent se former durant la fermentation. Et c'est le cas notamment dans les maïs. Si vous observez sur une tranchée ou dans une tour des gaz orange ou des bâches qui se gonflent, faites très attention de ne pas percer ces silos tranchés ou d'ouvrir les portes de votre silo-tour, parce que ces gaz orange sont extrêmement dangereux, extrêmement toxiques. Donc ne touchez à rien, ne faites surtout pas de trous sur une tranchée qui gonflerait. C'est le danger avec des maïs qui ont mûri par le sec, il est relativement fort avec ces gaz nitreux. Donc faites très attention à ça, et il y a des intoxications, il y a eu des intoxications en 2018 notamment. D'accord. Donc typiquement ça c'est dans les années sèches ou... Oui, le problème est beaucoup plus fort dans les années sèches quand on a des maïs qui ont mûri par la violence, si on veut. Ouais. On se retrouve avec ces gaz qui sont formés lors de la fermentation. Donc ça sort 2 jours, 3 jours après la fermeture du silo. La bâche gonfle et surtout pas aller les percer. Donc point de vigilance tout particulier là-dessus. Oui. Donc maintenant sur la qualité nutritive du maïs, on pourrait attendre quelle valeur à peu près dans des années sèches comme ça? Bon, qu'est-ce qui fait déjà la qualité nutritive d'un maïs? Voilà, c'est peut-être bien de commencer par ça. Dans une situation normale. Dans une situation normale, c'est la part du grain qui va faire l'essentiel de la valeur nutritive. Un maïs plante entière, on est entre 45-50% du poids de la récolte qui a du grain. Donc, c'est là où il y a les protéines, donc l'énergie. Surtout l'énergie. Des protéines dans le maïs grain, il y en a relativement peu, mais c'est surtout la partie énergétique, de l'amidon. Et puis la deuxième chose qui fait la qualité d'un maïs de base en situation normale, c'est la digestibilité de la tige, de la canne. Et ça, sur une année normale, si on ensilde trop tard, la digestibilité de la tige, elle diminue très fortement. Donc c'est pour ça qu'on ne recommande pas d'ensiler au-delà de 36% de matière sèche des maïs pour ne pas perdre la digestibilité de la canne, ce qu'on sous-estime parfois. Donc le risque de cette année, c'est qu'on ait moins de grains, du coup? Le risque de cette année, c'est pas un risque, c'est ce qui va arriver, en fait. C'est un risque, c'est que la part du grain sur la plante entière est plus faible, et surtout que la digestibilité de la tige soit mauvaise. Ça, c'est peut-être même encore le problème le plus important. D'accord. Et là-dessus, est-ce qu'on a des différences entre les types de maïs? Alors, oui, il y a les maïs qui sont les maïs précoces qui seront peut-être plus digestibles et puis qui seront beaucoup plus tendres par rapport à un maïs plus tardif ou qui sera moins digestible. Mais en fait, les analyses ont été faites sur les maïs qui étaient classés moins digestibles. On avait fait des analyses, on a très, très, très peu de différence, quoi. Voilà. Ouais, sur les types, on a un business aujourd'hui de la semence, notamment sur les maïs dentés, qui est relativement marqué. Il faut faire quand même assez attention. Effectivement, il y a ces deux grandes familles de maïs corné, maïs denté. Les maïs cornés ont des amidons qui deviennent très très dur dans le grain. Donc des amidons, ce qu'on appelle des amidons vitreux, quand on est au-delà de 35-36% de matière sèche, c'est un amidon c'est dur comme du verre, enfin vitreux pas pour rien. Amidon vitreux, il n'est pas appelé comme ça pour rien. Et donc c'est des maïs qui sont des grains d'amidon qui sont très peu digestibles par les animaux. Et donc, on a l'autre famille qui est le maïs denté, qui ont des amidons qui restent beaucoup plus farineux. Quand on est à 37-38% de matière sèche, on a un amidon qui est encore utilisable par les animaux. Ça, c'est les deux grandes familles. Mais après, quand on regarde les types de variétés qu'on a aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que comme ils sont pratiquement tous des hybrides,
on a des situations, même parfois sur des maïs cornés qui sont assez digestibles à un stade avancé, et on a des maïs dentés qui sont finalement pas de très bonne qualité parce que la digestibilité de la canne est peut-être pas très bonne. Donc tout ça pour dire, pas pour s'en mêler les pinceaux, mais pour dire qu'il faut vraiment regarder variété par variété sa capacité de digestibilité. Et ça, il y a des essais les listes recommandées de maïs sont très importantes. On a des digestibilités qui sont indiquées et qui sont comparées entre elles. Donc ne regardez pas trop cette notion de cornet denté, contrairement à ce que certains voudraient vendre, mais là je rends vraiment attentif. Allez plutôt regarder les listes variétales des variétés recommandées par Swiss Granum, et on a ici les taux de digestibilité des variétés par variété. Et ça, c'est beaucoup plus important que de savoir si c'est du denté ou du cornet. Donc finalement, l'aspect variétal prédomine sur les deux grandes familles denté-cornet si on veut privilégier la qualité nutritive d'un ensilage. Je vois que l'heure tourne et qu'on arrive tout gentiment à la fin de l'épisode. Je vais vous remercier vivement tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir d'enregistrer ça avec vous. Donc merci à Loïs Mélan et merci Pierre Eby. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous souhaite un bon ensilage et des bonnes récoltes.